Raconte-moi autrement les OGM, le numéro 17 de cette série d'émissions. Aujourd'hui, ça va être avec Éric Meunier, donc de l'équipe d'InfoGM, sur un bilan et des perspectives maintenant à la fin de l'année 2024 et vers l'année 2025. Oui, bonjour Éric Meunier de l'équipe d'InfoGM. Salut, bonjour. 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 Alors, c'est la 17e émission dans cette série Raconte-moi autrement les OGM. Et en fait, puisque c'est décembre, la fin de l'année 2024, je crois que l'idée, c'est que on fasse, ou quoi, toi tu fasses plus surtout, un bilan des points les plus importants, l'évolution de ce dossier, on pourrait dire, courant 2024, et puis après on regardera vers les questions les plus importantes, les perspectives, etc. pour l'année prochaine, 2025. Exactement. Alors, où est-ce que tu veux commencer ? Peut-être faisons une sorte de regard sur ce qui s'est passé cette année. Eh ben, ce qui s'est passé cette année, ça a concerné plusieurs dossiers. Évidemment, le premier des dossiers que nous on suit est celui des organismes génétiquement modifiés, des OGM. Pour les auditeurs qui ont suivi les émissions précédentes, ils sont au courant que en juillet 2023, la Commission européenne a fait une proposition au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne d'un nouveau règlement qui a pour objectif, s'il était adopté, de déréglementer la plupart des organismes génétiquement modifiés qu'on connaît ou qu'on serait amené à connaître, parce que ça concerne tout le domaine des nouvelles techniques de modification génétique. Cette proposition de règlement a été discutée sur la deuxième partie de 2023 au sein du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. En 2024, en début d'année, le Parlement européen a abouti ses réflexions. Et il y a eu 2 votes qui ont eu lieu, le premier en février 2024 et le second en avril 2024, qui a confirmé le premier. Et donc le Parlement européen, des 3 instances de l'Union européenne, est le premier à prendre position sur cette proposition de déréglementation, comme on l'appelle, des OGM. Et il a beaucoup amendé la proposition de la Commission européenne. Il faut garder en tête que la Commission européenne proposait plusieurs choses. La première, elle proposait de ni plus ni moins redéfinir ce qu'est un organisme génétiquement modifié. Elle souhaite parler d'organismes obtenus par les nouvelles techniques génomiques. Et les caractéristiques qu'elle a proposées de mettre en place pour ces organismes et savoir s'ils sont réglementés ou pas réglementés sont telles que la grande majorité des organismes obtenus par ces nouvelles techniques de modification génétique seraient exemptés, et potentiellement aussi des OGM avec lesquels on a plus l'habitude, c'est-à-dire des OGM transgéniques. Mais ça, c'est encore un point d'ombre, les choses sont pas claires. Et la Commission européenne, quand on dit qu'elle propose de déréglementer ces OGM, c'est une vraie déréglementation complète. C'est-à-dire, elle propose qu'il n'y ait plus d'autorisation de commercialisation en tant que telle, c'est-à-dire une simple autorisation pour un essai en champ dans un État de l'Union européenne suffirait à pouvoir valoir autorisation de commercialisation ensuite. Elle propose que, sauf cas exceptionnel, il n'y ait plus d'évaluation des risques sur la santé des êtres humains, des animaux qui consomment ces OGM, comme il n'y aurait plus d'évaluation des impacts sur l'environnement que ces organismes génétiquement modifiés pourraient avoir. Elle propose également de mettre un terme à l'étiquetage OGM. En fait, les seuls acteurs de la filière agroalimentaire qui pourraient avoir accès à une étiquette, ce seraient les agriculteurs qui cultiveraient ces OGM, parce que sur les lots de semences, il y aurait une étiquette. Mais après, les transformateurs, les consommateurs, n'importe qui ne pourrait plus savoir dans les produits qu'il achète, qu'il consomme, si ça contient des OGM ou pas, parce qu'il n'y aurait plus d'étiquetage obligatoire. Et la dernière mesure, qui est la plus importante dans la gestion du dossier, mais qui parle peut-être moins aux éditeurs,
la Commission européenne propose qu'il ne soit plus obligatoire que les multinationales fournissent une méthode biologique qui permette de détecter et d'identifier ces OGM et les différencier d'une autre plante qui peut exister. Ça, on reviendra là-dessus parce que dans le dossier brevet qui a aussi beaucoup évolué pendant l'année 2024, c'est un des points clés, sinon le point clé qu'il faut garder en tête. Eric, juste pour savoir, là c'est évident avec ce que tu as raconté et ce que vous avez raconté dans les dernières émissions, c'est quelque chose qui soulève des inquiétudes énormes chez vous, InfoGM, mais j'aurais bien aimé comprendre. Bon, il faudrait évoquer les deux autres instances, le Conseil et la Commission européenne, où est-ce qu'on en est, quoi. Après le Parlement, tu as déjà dit, mais aussi de peut-être faire un tout petit bilan de l'opposition, quoi. Vous êtes heureusement pas seul. Enfin, il y a d'autres qui soulèvent, qui expliquent à quel point c'est néfaste cette proposition de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, le niveau de compréhension, d'opposition, de mobilisation au niveau européen contre cette proposition, quoi? En fait, c'est un des paradoxes du dossier qui montre un peu l'état des forces en présence. Parce que le Parlement européen a été le centre de discussion principal, parce que c'est des eurodéputés, alors que le Conseil de l'Union européenne, c'est les gouvernements des États qui siègent. Donc les positions évoquées sont plus visibles au niveau du Parlement européen. Et le Parlement européen a fait face d'un côté à quelques multinationales, celles qu'on connaît évidemment, les Monsanto Bayer, les Syngenta ChemChina, Corteva et autres, qui sont très favorables à ce projet de déréglementation, parce que pour elles, ça veut dire qu'elles vont pouvoir, par le biais des brevets, s'approprier le vivant d'une manière exponentielle. Et on va dire que c'est à peu près le seul groupe qui est très favorable à cette déréglementation. Certes, il y a certains États de l'Union européenne, certains gouvernements qui sont aussi favorables, parmi lesquels l'Espagne, le Danemark, la France, qui est dans une position plus ou moins neutre, mais on va dire neutralement favorable. Mais c'est pas un groupe qui, en termes d'unité, comporte beaucoup de personnes et d'instances, mais c'est un groupe qui est très puissant au vu du poids que les multinationales constituent. En face, il y a effectivement eu une mobilisation et une prise de parole très importante parce que les acteurs classiques du dossier OGM, organisations de la société civile ou syndicats agricoles, donc dans les organisations, vous avez les Amis de la Terre Europe, vous avez en France le collectif Objectif Zéro OGM. Dans les syndicats agricoles, il y a évidemment la Via Campesina, que ce soit au niveau français avec la Confédération paysanne ou au niveau européen avec la coordination européenne de la Via Campesina, qui se sont opposés et qui ont fait campagne contre ce projet de déréglementation. Vous avez aussi tout le secteur bio européen, que ce soit des producteurs, transformateurs ou des distributeurs, qui ont fait campagne contre le projet de déréglementation. Et puis vous avez aussi donc la grande distribution n'a pas fait campagne en tant que telle. Nous, les retours qu'on a eus, c'est qu'ils n'y étaient pas favorables, notamment du fait de la perte de l'étiquetage et de la perte de l'évaluation des risques. Mais ils se sont pas forcément exprimés publiquement beaucoup. Par contre, ceux qui se sont exprimés, c'est plusieurs petits et moyens semenciers. Alors en France, par exemple, c'est surtout RAGT et Florimond-Després qu'on a entendu. Et eux, leur approche, et c'est une approche qu'on a déjà expliquée dans les émissions précédentes et sur laquelle on reviendra, est de dire si en l'état, les organismes génétiquement modifiés obtenus par les nouvelles techniques sont déréglementés, il y a un lien clair avec le dossier des brevets qui porte sur ces organismes. Et nous, en tant que petits et moyens semenciers, on n'aura tout simplement plus les moyens de travailler. On ne pourra plus produire de semences parce que toute semence qu'on produira sera théoriquement, potentiellement soumise à un ou plusieurs brevets détenus par les quatre multinationales, les quatre principales multinationales. Et certes, ces multinationales, quand il s'agit de nous laisser faire de la recherche, elles nous laissent faire. Quand il s'agit de nous laisser faire du développement de nouvelles variétés, elles nous laissent faire. Par contre, quand il s'agit de produire commercialement des semences d'une nouvelle variété, là, le montant des royalties demandé serait tel qu'on n'aurait plus les moyens de pouvoir travailler. Donc il y a eu un front assez homogène, assez rarement vu dans le dossier OGM qui a émergé.
Et c'est ce front qui a aussi conduit le Parlement européen à adopter une position assez inattendue, espérée par certains acteurs, mais assez inattendue, qui est de revenir sur plusieurs propositions de la Commission européenne. Par exemple, le Parlement européen demande à réinstaurer l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés, et surtout le Parlement européen demande à régler la question des brevets avant que le projet de déréglementation soit adopté. Et ça, il l'a écrit dans la version du texte qu'il a adopté. Les choses vont être compliquées. Alors, on reviendra dessus dans la perspective 2025, parce que le Parlement européen écrit assez basiquement, si un organisme génétiquement modifié est déréglementé, alors il ne peut pas faire l'objet de brevets. Sauf que dire les choses comme ça ne permet pas de résoudre le problème, parce que c'est une volonté politique qui est très honorable et qui s'appuie sur des observations concrètes que les petits et moyens semenciers ont portées, que les syndicats agricoles ont portées en termes de mainmise sur le vivant des multinationales. Par contre, la manière dont cette interdiction de brevets sera déclinée est beaucoup plus complexe, parce qu'il faut modifier des textes législatifs existants, il faut avoir un aval politique, et que certains acteurs commencent à pousser en disant oui, effectivement, il y a un problème avec les brevets, prenons le temps de le résoudre, et comme ça permet de passer la déréglementation des OGM entre-temps. Et donc il y a d'autres acteurs qui en face disent non, en fait le problème des brevets doit être résolu avant que la déréglementation des OGM ne passe. Mais c'est vrai que ce vote du Parlement européen, qui en soi est assez positif dans ce qu'il demande, même s'il y a des ajustements à faire et il y a des lacunes, est le fruit de cette opposition à la déréglementation proposée par la Commission européenne, comme tu le soulignais. Au niveau du Conseil, je veux dire, si je me rappelle bien, il y avait des pays membres qui étaient clairement opposés ou très très réticents sur cette histoire-là. C'était assez divisé. Et je me rappelle que l'Espagne voulait absolument faire passer ça avant la fin de sa présidence, ce qu'ils n'ont pas réussi. Donc, est-ce qu'on a moyen d'estimer un peu le rapport de force, on pourrait dire, au sein des membres? On a un moyen, c'est-à-dire que le Conseil de l'Union européenne, il fonctionne selon des règles de majorité qualifiée. Donc il faut qu'en gros les 2/3 du Conseil de l'Union européenne soient d'accord pour qu'un texte soit adopté au nom du Conseil de l'Union européenne. Il se trouve que l'Espagne, qui a assuré la présidence du Conseil de l'Union européenne de juillet à décembre 2023, a tout fait pour que le Conseil de l'Union européenne adopte une position. Et c'est vrai, c'était vraiment à marche forcée, parce que 6 mois, c'est un délai très court pour des pays pour se mettre d'accord. On parle quand même de 27 pays différents. L'Espagne a organisé un nombre de réunions, je crois qu'ils étaient arrivés à une vingtaine ou peut-être une petite trentaine de réunions, que ce soit des réunions officielles de ministres ou des groupes de travail. Et l'Espagne a échoué à faire adopter une position par le Conseil de l'Union européenne. Effectivement, l'Espagne est l'État qui est le grand promoteur de la déréglementation des OGM en Europe, parce que c'est un pays qui a une politique très pro-OGM, même si peu d'agriculteurs cultivent des OGM. Au niveau du gouvernement, c'est un État qui pousse fort. Il se trouve que, au sein du Conseil de l'Union européenne, il n'y avait pas forcément une majorité de pays opposés à la déréglementation. Par contre, il y avait ce qu'on appelle une minorité de blocage, c'est-à-dire il y avait suffisamment de pays qui signifiaient leur désaccord d'adopter une position tant que des questions d'évaluation des risques, des questions sur le problème du brevet principalement, ou d'autres questions n'étaient pas résolues. Donc l'Espagne a échoué à faire obtenir son accord, et en 2024, la Belgique, qui a assuré la présidence du Conseil de l'Union européenne de janvier à juillet 2024, a échoué également, puisqu'elle a adopté avec un rythme un peu moins effréné que l'Espagne, mais quand même, a échoué à adopter une position. Et en fait,
Les pays qui s'y opposent, c'est des pays comme par exemple l'Autriche, la Hongrie, ça va être des pays comme la Pologne, qui mettent sur la table principalement la question des brevets, en disant, comme les semenciers l'ont expliqué, si on déréglemente les OGM sans régler la question du brevet, on donne les clés aux 4 ou 5 multinationales de pouvoir commercialiser des produits brevetés, de pouvoir breveter le vivant et empêcher le monde semencier de pouvoir continuer à travailler. Oui, parce qu'effectivement, je veux dire, quand on a des associations, des ONG un peu écologistes ou citoyennes comme ça, bon, c'est une pression qui peut être importante, mais je pense que les États sont beaucoup plus sensibles à cette question de menace pour des entreprises. Même si c'est des petites et moyennes entreprises, c'est quand même des emplois, etc., quoi. Eh ben oui, et puis le secteur semencier en Europe, c'est quand même un secteur qui est de fait un secteur très important parce qu'il participe à la filière agroalimentaire, et que comme tout secteur, quand il y a une diversité d'acteurs, il y a une diversité de produits, donc il y a une certaine sécurité à pouvoir être alimenté en produits alimentaires. Et puis c'est un secteur qui pèse lourd économiquement. On sait en France la place économique que l'agriculture occupe. Donc c'est effectivement des acteurs qui sont importants et qui peuvent se faire entendre. Et c'est ça qui a permis en effet que la proposition de déréglementation de la Commission européenne reste en l'état non encore adoptée. Le Parlement européen a sa position. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la position du Conseil de l'Union européenne, parce que le fait est qu'après la Belgique, en juillet, c'est la Hongrie qui a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. La Hongrie est un pays qui est opposé à la déréglementation, mais la Hongrie n'a pas réussi à faire revenir le Conseil de l'Union européenne autour de la table pour discuter plus avant. Les réunions se sont annulées les unes après les autres, donc ça a été un peu une période où il s'est pas passé grand-chose entre juillet et décembre. La Hongrie est présidente le Conseil de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre. Et au 1er janvier 2025, jusqu'en juillet, ce sera la Pologne. La Pologne, elle, a d'ores et déjà annoncé que sa priorité sera la question du brevet. Il faudra discuter de la question du brevet. Après, il faut garder en tête qu'on parle de gouvernement. Les gouvernements sont l'objet d'élections. Bon, même si en France, en ce moment, on voit bien que c'est pas toujours simple de mettre en place un gouvernement. Voilà. Est-ce que la Pologne va maintenir la politique qu'elle a suivie en 2023 et en 2024 ? Ça reste à voir. En tout cas, ce qui est annoncé, c'est qu'elle veut discuter du dossier brevet. Est-ce que l'Allemagne, où en ce moment au niveau politique c'est très tendu, l'Allemagne jusqu'à maintenant s'est abstenue lors des votes. Elle n'a pas voté pour ou elle n'a pas voté contre. Mais si demain elle votait pour, au vu des forces en présence, ça pourrait faire basculer le Conseil de l'Union européenne. Donc on rentre dans une période où voilà, c'est le Conseil de l'Union européenne, les gouvernements des États membres de l'Union européenne qui vont discuter entre eux. Ils vont discuter de la proposition de la Commission européenne, ils vont discuter du texte du Parlement européen, et là, politiquement, va se jouer la question de savoir si une majorité de pays dans l'Union européenne souhaitent résoudre ce qu'ils considèrent être un problème avec les brevets, un problème qui serait issu directement de la déréglementation des OGM, ou est-ce que ils considèrent, c'est un peu la position de multinationales qui peuvent être représentées par des structures comme Euroseeds, qui la semaine dernière a déclaré que avec la Copa-Cogeca aussi, qui est un grand syndicat agricole européen, que oui, en effet, il y avait une question qui se posait autour des brevets, que cette question devait être répondue, mais elle doit être répondue séparément de la proposition de déréglementation des OGM. Et là, il y a un marché de dupes assez clair qui s'instaure. Maintenant, il reste à savoir si le monde politique, au sein du Conseil de l'Union européenne, la décision va être prise de dire bon, on déréglemente les OGM maintenant et on prend le temps pour régler la question du brevet, ce qui serait clairement un marché de dupes, ou est-ce qu'ils prennent la position de dire on règle d'abord la question du brevet et on voit après pour la déréglementation des OGM.
Oui, moi je trouve que c'est assez intéressant que ce soit la Pologne, parce que la Pologne, bon, dans un autre dossier, le Mercosur, a quand même pris des positions assez opposées à la position de Mme van der Leyen et les commissions, enfin la majorité des commissions, pourraient être avec la France et peut-être d'autres pays opposés à cet accord de libre-échange. C'est un grand pays agricole. Donc Ouais. c'est apparemment un pays qui est prêt éventuellement à prendre une position, disons, d'opposition, un peu pas forcément confortable par rapport à la Commission européenne dans le cas de Mercosur en tout cas. Ben, sur le dossier EGM, on attend de voir comment ça va se passer pour la Pologne. Après, la réalité, c'est que chaque pays préside l'Union européenne pendant 6 mois. Ouais. Donc la Pologne, ça va être de janvier à juillet 2025. Et en juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, c'est le Danemark qui va prendre la présidence. Oui. Et le Danemark est un pays très pro-OGM, sinon ultra OGM, pour une raison simple, c'est qu'au Danemark, il y a l'entreprise Novonesis, voilà. Bon, ils viennent de changer de nom parce qu'ils sont restructurés. Et Novonesis, c'est une multinationale du domaine des micro-organismes pour les productions de plein de produits comme les additifs alimentaires ou autres. Et eux, ils poussent pour la déréglementation des OGM végétaux parce qu'ils savent que si la déréglementation des OGM végétaux est adoptée, suivra une déréglementation similaire, potentiellement, mais très probablement, une déréglementation similaire pour les OGM, que ce soit des micro-organismes ou que ce soit des animaux. Le Parlement européen, en février, a d'ores et déjà demandé à la Commission européenne de préparer une proposition d'encadrement réglementaire similaire à celui des OGM végétaux pour les animaux et pour les micro-organismes. Oui, nous avons déjà parlé de cette entreprise dans une émission précédente, en fait, effectivement. Oui. Mais Eric, peut-être on fait une petite pause. Et je ne sais pas, après, si tu vois autre chose qu'il faut signaler sur 2024, ben, on y va. Sinon, peut-être on poursuit les perspectives. D'accord. Nous sommes avec Eric Meunier de l'équipe d'InfoGM. Nous sommes donc en décembre 2024, donc on fait un peu le bilan de cette année et puis les perspectives pour 2025. Donc Eric, en fait, je crois que tu voulais un peu terminer un peu ce chapitre sur les brevets. Oui, sur les brevets, parce que c'est quand même le gros sujet qui a émergé. Il faut garder en tête que depuis 20 ans, sur le dossier OGM, la question des brevets a été que très rarement reprise. Elle a été soulevée plusieurs fois, mais très rarement reprise. Et là, depuis la proposition de la Commission européenne, tous les acteurs qui expliquaient qu'il n'y avait pas de lien entre le dossier OGM et le dossier brevet, finalement se sont rendus compte qu'il n'était plus possible de cacher ce lien. Et le lien est vraiment très simple. Une multinationale qui commercialise des OGM, sa première priorité, ça va être d'avoir les brevets associés. Et ces brevets, ils peuvent être obtenus soit pour la mise en place d'une technologie, d'une technique de modification génétique, soit ils peuvent être réclamés sur des séquences génétiques que l'entreprise prétend modifier génétiquement, et elle obtient un brevet qui est associé. Le fait est, c'est que tant que les organismes génétiquement modifiés sont encadrés comme ils le sont aujourd'hui, et notamment avec l'obligation de fournir une méthode biologique qui permet de les détecter et de les différencier d'autres plantes, et tant qu'il y a cet étiquetage qui informe de la présence d'OGM, les multinationales ne peuvent pas utiliser leurs brevets pour réclamer des royalties à d'autres organismes que ceux qu'elle a modifiés génétiquement. Pour le dire autrement, si Corteva obtient des brevets sur un maïs pour l'avoir modifié génétiquement,
modifiés génétiquement, elle peut aussi réclamer des royalties sur d'autres maïs qu'elle n'aurait pas modifiés génétiquement, mais qui contiennent à peu près la même séquence. Et c'est toute la même problématique des nouvelles techniques de modification génétique, c'est que c'est des techniques qui ne sont plus là forcément pour insérer des séquences étrangères qui se détectent très facilement, mais elles peuvent simplement faire des mutations dans le génome. Et ces mutations peuvent se retrouver dans la nature ou dans les plants d'autres semenciers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de semenciers qui ont dit, si vous déréglementez, ça veut dire que vous enlevez l'étiquetage, vous enlevez l'obligation de fournir une méthode qui va permettre de différencier la plante déréglementée d'une plante qui, elle, n'est pas un OGM et que nous, on peut produire. Et donc, nos plantes vont tomber sous le coup des brevets qui sont associés. Et donc, on a observé les entreprises expliquer, par exemple, dans le dossier des OGM, il faut déréglementer parce que les nouveaux OGM qu'on met en place peuvent être obtenus de manière ou exister de manière naturelle ou être obtenus par croisement conventionnel, tout en continuant dans le dossier des brevets à expliquer que les différences sont suffisantes et que la nouveauté est claire pour qu'elles puissent obtenir un brevet. Et c'est pour ça que plusieurs États de l'Union européenne, beaucoup de semenciers, des syndicats agricoles, tous les acteurs dont on a vu tout à l'heure, ont expliqué, en fait, si il y a une déréglementation des OGM, les 4 ou 5 multinationales qui dominent le marché de la semence à l'international, du fait de leurs ressources humaines, du fait de leurs ressources financières, vont pouvoir obtenir les brevets qui vont leur permettre de s'approprier le vivant d'une manière beaucoup plus grande qu'elles ne peuvent le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que le dossier brevet est le dossier qui va être attendu en 2025 avec la présidence de la Pologne pour voir comment ça évolue et avec les mouvements de la société civile ou d'autres acteurs, notamment du côté des petits et moyens semenciers, pour voir comment les choses se passent. Voilà, je voulais juste rappeler l'importance de cette question des brevets sur le vivant. Très bien, ok. Et donc j'imagine que tous ces semenciers, mais aussi les associations opposées, il y a eux aussi, il y a une certaine activité de lobbying, comme on dit, mais enfin, ils vont essayer d'influencer la position de la Pologne, mais aussi d'autres pays, quoi. J'imagine que c'est en place tout ça. Eh ben, de ce qu'on sait, nous, le travail se fait, c'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui sont pris. En termes de lobbying ou de plaidoyer, la société civile, les associations, syndicats agricoles, comme la Via Campesina ou les petits et moyens semenciers font rarement le poids quand même face aux multinationales parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Nous, on a InfoGM et il y a 2 articles qui ont été publiés il y a 2 semaines et la semaine dernière. En moyenne, en 2024, de 2023 à 2024, on a pu observer que pour un rendez-vous que la société civile obtenait, les multinationales pouvaient obtenir 2 voire 3 rendez-vous. Donc le rapport de force n'est pas le même, mais on est dans un moment où plus aucun acteur ne peut dire qu'il n'y a aucun problème sur le dossier brevet si les OGM sont déréglementés. Et ça, en soi, ça a quand même été une grande victoire, on va dire, pour la société civile en Europe et pour les syndicats agricoles qui soulevaient la question depuis 20 ans, qui étaient ignorés depuis 20 ans. Et là, la situation devient tellement grossière que le sujet ne peut plus être évité. Et le point clé, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, la réponse potentiellement à fournir n'est pas compliquée. Si un brevet sur un maïs, sur un soja, sur une tomate, quel que soit l'organisme, est délivré à une multinationale qui prétend l'avoir modifié génétiquement, si le brevet est délivré avec obligation de fournir la méthode qui permet de aller séquencer et vérifier que telle tomate ou tel maïs a effectivement été modifié génétiquement ou n'a pas été modifié génétiquement, alors il n'y a pas de problème. Parce que si Corteva réclame une propriété industrielle sur un maïs qu'elle a modifié génétiquement, d'aucuns s'attendent à ce que cette propriété industrielle ne concerne que les maïs que Corteva a modifiés. Et ça, si Corteva est mis dans l'obligation de fournir une méthode biologique qui permet de tracer son organisme breveté, alors il n'y a pas de souci. Par contre, si il n'y a aucune obligation faite à Corteva de fournir cette méthode biologique, Corteva
Corteva est libre de pouvoir réclamer une propriété industrielle sur n'importe quelle tomate ou n'importe quel maïs qui a une séquence qui s'approche de celle qu'elle a brevetée, parce que personne n'a les moyens d'aller vérifier les dires de Corteva. C'est un peu, moi c'est toujours le parallèle que je fais, c'est un peu comme si on était à une époque où sur les autoroutes en France il n'y avait aucune limitation de vitesse. Le législateur pourrait très bien, et ce serait légitime, réfléchir à mettre en place des limitations de vitesse. De dire, sur l'autoroute, on n'a pas le droit de rouler à plus de 130 km/h. Mais si, dans le même temps, le législateur ne met rien en place pour pouvoir disposer de radars ou de personnes qui contrôlent la vitesse des voitures sur l'autoroute, mais en fait, la limitation de vitesse à 130 km/h ne sert à rien, parce que n'importe quel automobiliste qui roule à 200, 250, j'en sais rien, pourra dire, non, moi je roulais à 120 km/h. Et comme le gouvernement n'a pas de radar, il ne pourra jamais contrôler. Et c'est ni plus ni moins la situation qui se passe aujourd'hui sur les brevets. Et c'est ça qu'on attend de voir avec notamment la présidence de la Pologne, c'est comment les discussions vont avancer en 2025 là-dessus. Il y a quand même des jalons qui se posent au niveau politique, il y a des prises de parole qui ont lieu pour pouvoir expliquer que en fait tout peut évoluer dans un sens constructif, mais encore une fois, le poids des multinationales peut être tel qu'il vaut mieux être prudent et attendre de voir. Mais en effet, il y a un gros travail qui est fait en ce moment d'analyse, de discussion, d'échange pour pouvoir partager les points de vue sur cette question des brevets. J'aurais encore une question avant de passer à les perspectives pour 2025, mais juste pour comprendre, je veux dire jusqu'à quel point, là on évoque uniquement les questions européennes, enfin quelle position va prendre l'Union européenne. Mais moi j'ai toujours vaguement eu en tête que la question des brevets, c'est quelque chose de complètement international. Ça concerne, il y a des procédures ou des je sais pas exactement, des textes, etc., qui concernent le monde entier, je crois. C'est quelque chose, il y a des institutions qui gèrent un peu tout ça. Donc est-ce que il ne faut pas aussi évoquer la position au-delà de l'Europe? Alors, est-ce que l'Europe peut régler ces questions-là un peu en regardant que ce continent? En fait, la question des brevets, c'est pas une question descendante au sens où il y aurait un cadre international qui s'impose à tout le monde. Il y a effectivement un cadre international qui se discute au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Il y a un cadre européen. Il y a sa directive Biotech 98/44 qui s'occupe de la question de la propriété intellectuelle. Et puis il y a chaque État de l'Union européenne qui a sa législation sur les brevets. Les États-Unis ont la leur. La Chine, je connais assez peu, mais la Chine a sa propre législation des brevets. Et quelle que soit la législation qui existe à l'international, chaque pays a une certaine marge de manœuvre pour pouvoir édicter les règles qu'il souhaite faire respecter. Donc imaginons l'Union européenne adopte une réglementation sur les brevets qui soit assez contraignante, qui impose de fournir une méthode de détection et de traçabilité des organismes qui sont soumis à un brevet réclamé par une entreprise. Il n'y aura pas de souci. L'Union européenne peut mettre en place ça, et les entreprises qui souhaitent commercialiser leurs produits en Europe, si elles veulent réclamer des droits de brevet à d'autres acteurs européens, il faudra qu'elles fournissent les méthodes de détection et de traçabilité. Aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qui se sait assez peu. Aujourd'hui, dans le domaine du vivant, le droit des brevets aux États-Unis est un petit peu plus contraignant que le droit européen. Les États-Unis sont un peu plus réfractaires à fournir des brevets, ce qu'on appelle des brevets produits, c'est-à-dire qui concernent directement des séquences ou des informations génétiques, par exemple. Ils en délivrent, mais ils sont un peu plus réfractaires, ils ont des règles qui font que c'est un petit peu plus difficile. Donc cette question-là, chaque pays ou chaque communauté de pays a une certaine marge de manœuvre. Ce qui est vrai, c'est que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est une organisation qui fait l'objet d'un lobbying assez intense
le lobbying assez intense qui est en cours, qu'on voit sur le dossier des brevets, mais qu'on voit aussi sur un autre dossier dont on a déjà parlé, sur les antennes de radiozyne, qu'on appelle les informations de séquences numérisées, c'est que la Commission européenne, le gouvernement des États-Unis et les multinationales se bagarrent pour que lorsqu'un brevet est délivré, l'origine géographique du matériel qui a été utilisé pour mettre au point l'invention ne soit pas obligatoirement renseignée. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aussi, parce que si un brevet est délivré à la condition que vous indiquiez l'origine géographique du matériel végétal que vous avez utilisé, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller reverser une partie des bénéfices que vous enregistrez au pays ou à la communauté qui a cultivé la plante que vous avez utilisée. Si vous n'êtes pas obligé de renseigner cette origine géographique, vous êtes dans une situation où en fait vous pouvez aller un peu biopirater sur toute la planète. De toute façon, quand on vous donnera un brevet, on ne vous demandera pas d'où le matériel que vous avez utilisé vient, donc vous n'aurez pas à reverser une partie de vos bénéfices. On va dire que c'est une sorte de package qui se met en place depuis 2023, qui explique pourquoi il y a beaucoup de travail qu'on voit pas forcément, mais il y a la proposition des réglementations en Europe, il y a le travail de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les brevets, il y a un travail sur une nouvelle réglementation d'encadrement des semences en Europe aussi, et puis oui, il y a des victoires dont on entend peu parler pour la société civile, mais par exemple aux États-Unis dernièrement, il y a 2 semaines, les États-Unis ont commencé à déréglementer les OGM comme la Commission européenne souhaiterait le faire en 2020, sous présidence à l'époque de Donald Trump. Et il y a 2 semaines, un tribunal fédéral d'un État des États-Unis a dit que non, ça n'était plus possible, juridiquement parlant, ça n'était plus possible de commercialiser un organisme modifié génétiquement par une nouvelle technique sans passer par le ministère de l'Agriculture et ou le ministère de l'Environnement aux États-Unis pour qu'ils regardent s'il y a des impacts sur l'environnement, des impacts sur la santé. Aux États-Unis, c'est pas un regard qui est très scrutateur, ils vont pas très loin, mais ce juge a quand même dit non, en fait, il faut que ça passe devant le ministère de l'Agriculture et ou le ministère de l'Environnement. Donc là, maintenant, on attend la réaction du gouvernement des États-Unis. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est dans une période qui bouge beaucoup, parce qu'on va dire que la capacité à s'approprier le vivant, par le biais de brevets ou d'autres mécanismes de régime de propriété intellectuelle, nécessite de bouger sur plusieurs dossiers, que ce soit la gestion des brevets, la gestion des OGM, la gestion des séquences numérisées, la gestion du partage des avantages. Donc c'est pour ça que ça bouge beaucoup un peu dans tous les sens et que l'année 2025 va être une année importante comme l'a été 2024 pour voir comment tous ces différents dossiers vont évoluer. Oui, alors quand vous discutez entre vous dans l'équipe d'InfoGM, je veux dire c'est clair qu'il y a tout un travail à faire par rapport à ces questions avec la présidence polonaise, ce qu'on a déjà expliqué dans la première partie de cette émission, mais est-ce qu'il y a d'autres priorités, d'autres perspectives que vous voyez pour cette année qui vient ? Sur le dossier OGM, c'est effectivement la perspective de la présidence polonaise et de la présidence danoise pour le 2e semestre 2025 sur le suivi de la déréglementation des OGM. Après, l'autre dossier qu'on suit aussi régulièrement, c'est le dossier du séquençage du vivant, tout ce qu'on appelle les informations de séquence numérisées. Donc pour rappel, c'est quand on séquence un maïs, la séquence génétique du maïs est enregistrée dans un ordinateur. Et depuis plusieurs années, les multinationales disent que si elles travaillent avec la séquence génétique du maïs enregistrée dans un ordinateur, c'est qu'elles ne travaillent pas avec le maïs en lui-même. Donc, les règles internationales, les lois internationales qui avaient été adoptées pour éviter tout acte de biopiraterie et qui impose à une multinationale, si elle travaille avec un maïs, de partager les bénéfices commerciaux qu'elle va enregistrer avec ses nouveaux produits, la variété de maïs qu'elle a utilisée, ou avec l'État du Mexique
si c'est lui qui s'en occupait. Quand les multinationales disent oui, mais nous, quand on travaille plus avec le maïs, on travaille avec la séquence génétique enregistrée sur un ordinateur, c'est pas pareil. C'est pour éviter d'avoir à partager ses bénéfices. Bon, ça, c'est un dossier qui est en cours de discussion depuis plusieurs années, qui va continuer d'évoluer en 2025. En 2024, il y a eu la COP16 à Cali, en Colombie. COP biodiversité, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Qui a discuté de cette question. Voilà, les choses avancent. Donc ça, c'est un des dossiers qu'on doit suivre. Le dossier des brevets, évidemment, parce qu'il est directement en lien avec le dossier des OGM. Donc, essayer là, pour le coup, de suivre un peu quels sont les brevets qui sont déposés, sur quoi, quels organismes sont concernés. Donc ça, c'est un gros travail. Et puis, on a aussi envie un peu de suivre toutes les questions de santé, parce qu'on observe quand même que dans le domaine de la santé, avec notamment tout le domaine de la vaccination, il peut y avoir des organismes génétiquement modifiés utilisés, mais sans le dire, et avec toute l'émergence des vaccins ARN messagers, par exemple, derrière, c'est des biotechnologies, c'est des techniques de modification génétique qui sont utilisées, mais le domaine de la santé, il a cet avantage pour les multinationales, c'est qu'il peut induire une acceptabilité des nouvelles techniques plus facilement que par le biais de l'alimentation. Autant un citoyen, quand il s'agit de lui faire manger des OGM, les multinationales n'ont jamais réussi, autant elles ont un espoir qu'avec les vaccins OGM, si on voulait les appeler comme ça, il y aurait une acceptabilité un peu plus grande. Donc voilà, c'est un peu les quatre sujets qu'on va essayer de suivre en 2025 parce qu'ils risquent de bouger pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la réglementation semences en fait? Parce qu'il paraît que c'est quand même lié aux questions OGM et apparemment il y a un risque que de nouveau va vers des restrictions quoi. Oui, la réglementation semences en Europe, il y a un règlement qui encadre tout ce qui est la commercialisation des semences qui existe. La Commission européenne a fait, en même temps que la proposition de déréglementation sur les OGM, a fait une proposition de nouvel règlement d'encadrement des semences qui s'occupe de la question des variétés homogènes, des variétés hétérogènes, inscription au catalogue ou autre. Un des points saillants, nous on a une tribune de Guy Kassler de la Confédération paysanne sur notre site qui l'a bien expliqué. Un des points saillants de cette proposition, par des mécanismes un peu complexes, dans lesquels je ne vais pas rentrer tout maintenant parce qu'il faut vraiment être plongé dans les textes pour les comprendre. Mais cette proposition de nouveau règlement semences, si elle était adoptée d'une manière indirecte, mettrait un terme à la liberté de pouvoir faire des semences de ferme complètes. Elle imposerait de facto la fin des semences de ferme, soit parce que ça coûterait beaucoup trop d'argent aux paysans de faire leurs semences de ferme, parce qu'ils seraient dans l'obligation de payer des sortes de royalties ou des redevances, soit par d'autres mécanismes, ça deviendrait trop compliqué. Donc c'est vrai que c'est aussi un texte que nous on suit d'un peu plus loin parce qu'il est complexe et c'est pas notre cœur de métier, mais qu'on suit quand même parce que les semences de ferme pourraient devenir illégales. D'accord. Alors, tout ça, ça repose sur, en tout cas chez vous, sur une sorte de petite équipe. Peut-être c'est bien de rappeler, sauf que tu vois encore des perspectives à signaler, mais un peu ce travail d'InfoGM, le fait que, maintenant, peut-être à la fin d'année, c'est le moment d'apporter un don ou je ne sais pas si on peut adhérer à InfoGM, mais en tout cas, c'est important que cette vigilance, ce travail très méthodique et parfois quand même assez complexe puisse continuer. Oui, c'est sûr que nous, InfoGM, c'est une équipe, il y a 6 administrateurs, administratrices bénévoles, il y a 6 salariés, on n'est pas tous à temps plein parce que les finances ne le permettent pas,
Donc nous, on est une association. Alors certes, on est un média, enfin on se définit comme une veille citoyenne d'information critique sur les OGM, les biotechnologies, les semences. Donc c'est tout à fait possible d'adhérer à InfoGM, de faire des dons à InfoGM. Nous, les perspectives, pour l'instant, nos financeurs nous suivent encore parce que il est vrai qu'en France, c'est une évidence, en Europe aussi, mais même à l'international, il y a très très peu de structures qui font l'équivalent du travail d'InfoGM en termes de croisement des thématiques. Pendant longtemps, on a été une des rares structures à croiser le sujet des OGM, des brevets, de la numérisation du vivant et de la santé. Et aujourd'hui, quelque part, on est un peu bien content de l'avoir fait grâce aux personnes à l'extérieur avec qui on travaille aussi, évidemment. Parce que les actualités montrent que en fait c'est un seul et unique paquet qui est celui de comment artificialiser le vivant et derrière comment s'approprier le vivant pour les multinationales. Donc c'est vraiment ces 4 domaines, OGM, brevets, numérisation et santé, qu'il est très difficile de suivre indépendamment l'un de l'autre parce que sinon on rate à tous les coups un élément de contexte. On ne peut pas comprendre comment le dossier OGM évolue si on n'a pas en tête le dossier brevet, qui lui-même ne peut pas être compris si on n'a pas en tête le dossier de numérisation. Donc oui, toute aide, toute adhésion est la bienvenue, d'autant qu'en 2025, on a certaines ambitions de pouvoir mener des enquêtes plus approfondies, plus fouillées, que ce soit sur différentes questions autour des OGM, des brevets ou de la numérisation ou de la santé. Pour donner un exemple, depuis 2018, il y a un projet international qui s'appelle le Earth Biogenome Project, qui avait été présenté à Davos en 2018 et qui, sous couvert de récolter 5 milliards de dollars, prétendait séquencer le génome de tous les organismes pluricellulaires connus sur Terre. Donc on parle du séquençage du génome de 1,48 milliard d'organismes, de millions, il me semble. Enfin bon, le chiffre est à vérifier. Et c'est un projet qui est complètement délirant en termes d'ambition. Mais pour comprendre l'importance de ce projet, là, on a commencé à montrer que c'est des entreprises, des crypto-monnaies, des entreprises de l'intelligence artificielle ou des multinationales qui portent financièrement les différents projets qui composent ce projet général de numérisation du vivant. C'est-à-dire, encore une fois, parce que c'est important d'enregistrer les séquences génétiques de tous les organismes vivants dans des ordinateurs, parce que les ordinateurs, les multinationales pourront venir piocher dedans allègrement et réclamer des brevets qui, en retour, ne s'appliqueront pas que aux séquences génétiques dans les ordinateurs, mais à tous les organismes qui contiennent ces séquences génétiques. Donc voilà, c'était à titre d'exemple, mais voilà, c'est vrai qu'en 2025, InfoGM va essayer de continuer à faire ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du mieux qu'on peut avec les petits moyens qu'on a. Donc le site infogm.org, on trouve la possibilité d'adhérer, possibilité d'apporter des dons, mais quand même un nombre assez important d'articles, quoi. Oui, nous c'est vrai qu'on essaye de maintenir le rythme à publier environ 2 articles par semaine. C'est pas toujours simple. Dans l'équipe de salariés, on est 3 rédacteurs. Parmi les bénévoles d'InfoGM qui sont au conseil d'administration, il y a des rédacteurs et des rédactrices aussi. Et puis parfois, donc ça c'est pour des articles critiques, des articles journalistiques critiques. Et puis parfois on publie aussi ce qu'on appelle des tribunes, c'est-à-dire le point de vue d'un acteur, d'une partie prenante d'un dossier. Donc cette fois c'est pas forcément un article journalistique, mais il y a un point de vue de présenter directement d'un des acteurs. Nous on garantit quand même à InfoGM que ce que ces tribunes contiennent ne contiennent pas d'erreurs ou de fausses informations, on va dire. Et puis on publie aussi ce qu'on appelle des éclairages. Donc là, on va chercher auprès de personnes extérieures à InfoGM qui sont spécialistes de tel ou tel domaine
un article qui permet d'éclairer une thématique particulière. Donc, par exemple, il y a pas longtemps, on a publié un éclairage par un chercheur indien qui travaille pour le Third World Network, Gopak Kumar, qui suit depuis 10 ans ou 15 ans les discussions à l'OMPI sur la question des brevets. Et donc, il a pu nous rédiger un article qu'on a publié qui éclaire la question des brevets au sein de l'OMPI. Et puis, sur le site internet, on trouve aussi des plus petits articles qu'on appelle des brèves, qui donnent une information très factuelle. Voilà, on trouve aussi les enquêtes qu'on a pu effectuer et publier dans le passé. On a une petite boutique avec quelques produits, donc oui, le site est assez riche. En tout cas, c'est sûr qu'il est riche en informations. Hein. Au niveau francophone, à ma connaissance, ça doit être la seule source d'information aussi exhaustive qui existe. Et en anglais, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, parce qu'on traduit chaque semaine au moins un article en anglais aussi. Donc voilà, on essaye de diversifier les langages qu'on utilise. Très bien. Mais Eric, merci. On va nous retrouver avec toi ou on verra bien avec qui en janvier, donc au début de l'année prochaine, pour poursuivre ce regard et cette tentative de comprendre ce domaine. En tout cas, je pense que les auditeurs et auditrices de Radio Zinzine commencent à avoir quelques petites idées parce que ça fait quand même maintenant 17 émissions. Nous sommes très contents de pouvoir faire ça avec vous. Pareil, et puis qu'ils n'oublient pas qu'ils peuvent nous appeler ou ils peuvent aller sur le site internet s'ils veulent plus d'informations sur telle ou telle actualité. C'est très bien. Mais merci et bonne fin d'année à toi, Eric, et à toute l'équipe. Oui, très bonne fin d'année et à l'année prochaine. Oui, merci beaucoup. Et... Allez, au revoir. Oui, au revoir. C'était Raconte-moi autrement les OGM, le numéro 17 dans cette série d'émissions, bilan et perspective vue de décembre 2024. À bientôt pour une prochaine émission en janvier 2025.